Bonjour Xavier Rago, Bonjour. vous êtes président de l'OFCE qui prévoit une croissance mondiale pour 2017 de 3% après 2,7% en 2016. Première question, comment interpréter ces chiffres? Alors, ce 3% en 2017, après un 2,7 en 2016, c'est mieux, mais c'est pas très bon quand même comme chiffre. Et il ne faut pas l'interpréter avec un excès d'optimisme, surtout vis-à-vis des risques, des énormes risques dont on va parler sur la croissance mondiale, à la fois des risques politiques et des risques économiques. Ce 3%, d'où vient-il? Il vient pas vraiment de la zone euro, hein. La zone euro, on envisage plutôt un tassement de la croissance à 1,5. Contre 1,6 en 2016. Voilà, 1,6 en 2016, 1,5 en 2017. L'Asie, on va en parler, mais on continue à envisager un ralentissement assez notoire de la croissance de la Chine, la croissance asiatique, euh, plutôt vers 6,1 en 2017, après 6,3 en 2016, donc plutôt un ralentissement. Donc l'Europe va pas très bien, se stabilise après les stigmates forts de la crise, mais à un niveau très bas quand même, somme toute. La Chine se stabilise, on ne voit pas une crise majeure en Chine, mais plutôt une stabilisation de la croissance et un ralentissement massif du commerce mondial dont on va peut-être parler. Donc tout ça, c'est des facteurs de tassement de la croissance mondiale. Donc tout vient, ce petit mieux en 2017. Alors il vient un petit peu des États-Unis, avec une très grande incertitude dont on va parler, qui est l'élection de Trump. On envisage un petit redressement de la croissance, on passe à un petit 1,6 pour 2017 après 1,5 en 2016, donc vous voyez, c'est pas non plus énorme, mais on va parler peut-être des risques et des potentiels américains en particulier. Donc d'où ça vient finalement, cette image globale de la croissance mondiale qui se rétablit vient plutôt une amélioration de l'Amérique latine, qui allait très très mal dans les années 2014-2015, avec un Brésil avec un -3 en 2016, après un -4 en 2015, donc une récession forte en Brésil, une dynamique qui allait plutôt vers l'hyperinflation avec des risques politiques forts. Pareil pour l'Argentine, à la fois des problèmes macroéconomiques et politiques qui fait que la croissance argentine est en fluctuation très importante. Donc c'est grosso modo une stabilisation de la croissance en Amérique latine qui permet à cette croissance mondiale de se stabiliser. Donc vous voyez, ce n'est pas un mieux, c'est plutôt un moins pire en Amérique latine. Voilà. L'an dernier, le risque de décrochage des émergents était tout en haut de la liste d'inquiétudes, des inquiétudes des experts. Aujourd'hui, on en est où? Alors, on en est sur plutôt un nouveau régime de croissance qui s'est stabilisé. Donc ce n'est pas un décrochage, c'est une restabilisation au niveau bas de la croissance mondiale et des émergents en général. Alors, prenons l'image globale. C'est un ralentissement notoire du commerce mondial qui est absolument inédit. Pendant plus d'une décennie, le commerce mondial augmentait de 7% par an, donc accroissement des flux de commerce, d'importation, d'exportation, donc face forte de la dimension commerciale de la mondialisation. Et ce qu'on observe depuis la crise, c'est un taux de croissance du commerce mondial qui est inférieur au taux de croissance de l'économie mondiale. Et donc on envisage une croissance du commerce mondial de 2,3% par an. Donc il y a vraiment un nouveau régime de croissance mondiale hein, du fait de cette mondialisation commerciale qui est plutôt en phase de ralentissement par rapport à la croissance mondiale. Avec des économies plus auto-centrées? Avec un certain recentrement effectivement des économies, notamment du grand moteur de la croissance mondiale qui était la Chine et l'Asie, plus que l'Inde. Hein. L'Inde a une croissance stable autour de 6%, assez constante. On parle peu de l'Inde, mais c'est une sorte d'avancée graduelle, lente, moins spectaculaire que la Chine, mais constante. Donc, une forme de recentrement effectivement du commerce mondial. Ce qu'il en est maintenant des émergents, c'est le risque politique fort qui reste. Il y a une stabilisation après les nouvelles équipes gouvernementales au Brésil et en Argentine, dont je viens de parler. Donc on va voir comment ça va se passer. Donc on croit, il y a une dévaluation forte de leur monnaie, ce qui va leur permettre des gains de compétitivité à l'export, regagner certaines parts de marché qui ont stabilisé la macroéconomie. Donc on est en phase de stabilisation des émergents après un gros choc d'erreurs macroéconomiques, d'instabilité des années 2014-2015. J'en reviens sur ce chiffre de 3% la croissance mondiale que vous prévoyez pour 2017. Est-ce que finalement le scénario n'est pas plus ouvert qu'on ne le croit? Et je pense là aux États-Unis. Si Donald Trump, bon, on ne sait pas exactement dans quelle mesure il va appliquer toutes ses promesses de campagne, mais si
il fait ce grand plan de relance qu'il a promis, est-ce qu'il ne va pas quelque part enterrer la stagnation séculaire? Alors, vous avez raison, et il faut prendre un peu de recul par rapport à ces chiffres, et je pense vraiment réaliser qu'on est dans un monde nouveau qui est en train de se construire, qu'on essaie de comprendre, donc voir les dimensions à la fois économiques, j'ai parlé du commerce mondial qui est en phase de ralentissement, et les dimensions politiques. Et on ne sait pas trop où on va aller. Donc on a une zone d'incertitude très très grande. Alors, incertitude politique, mais plus profondément, incertitude sur la façon dont les politiques vont gérer les problèmes économiques. Donc c'est une incertitude à la fois politique et économique. Ce n'est pas juste politique, des élections, c'est plus profond que ça. L'élection de Trump pose un défi à la réflexion qui est de grande envergure. J'ai qualifié Trump de national-keynésien, avec des références historiques un peu floues et pas très rigoureuses, hein. C'est-à-dire à la fois un très grand keynésianisme intérieur, avec un programme annoncé de baisse d'impôts pour le stimuler la demande, de grands travaux, 1000 milliards d'investissements d'infrastructures. 25 millions d'emplois promis. Voilà, dans les 10 prochaines années. Donc, une sorte de New Deal, alors que le taux de chômage est historiquement faible, bien que le sous-emploi soit élevé, bon, on pourra en parler. Donc, d'un côté, une relance à l'intérieur des frontières et une accentuation de cette ralentissement du commerce mondial avec la volonté de rapatrier du potentiel productif du Mexique vers les États-Unis. On le voit, ça fait l'actualité avec l'industrie automobile. Notamment. Donc jouer sur les frontières avec un nouveau mode de discussion, pour ne pas dire autre chose, avec la Chine, un peu différent, un peu inédit en termes diplomatiques. Donc jusqu'où ça ira, cette reconstitution de frontières et de barrières au commerce, avec cette stimulation nationale, c'est un grand débat. Ça va peser forcément sur le commerce mondial et donc sur la croissance. Ça peut permettre mondial et donc des émergents. Au niveau américain, ça peut stimuler la croissance par des mécanismes de stimulation de la demande avec les baisses d'impôts et de l'offre par l'investissement dans l'infrastructure. Donc tout ça, ça va relancer la croissance à court terme aux États-Unis. C'est pour ça qu'avec toute incertitude, on envisage plutôt un 6 avec toutes ces mesures. La grande question, me semble-t-il, c'est qu'est-ce qui va se passer à 3-5 ans aux États-Unis. Je dirais, en tant qu'économiste, on sait comment relancer la croissance à court terme. Et parfois, il faut le faire, on sait que ça marche. On investit massivement, on crée de l'emploi, on baisse les impôts, on stimule la demande. La question, c'est est-ce que tout ça va stimuler le tissu productif, va être soutenable, ou est-ce qu'on aura une suraccumulation du capital, voire une mauvaise allocation du capital, voire une dette qui est élevée, avec des taux d'intérêt élevés. Donc c'est cette question de la gestion du moyen terme et du long terme qui sera la question économique centrale aux États-Unis, quelle que soit l'appréciation politique qu'on fait sur les déclarations et les fantaisies de Donald Trump. Là, je me base juste sur le terrain économique. Pour terminer, je voudrais que l'on fasse un focus sur la zone euro. Vous l'avez dit, croissance morose prévue pour 2017 à 1,5%. Mais 2017 sera surtout marqué par l'incertitude. Là encore, vous l'avez dit, les échéances électorales en France et en Allemagne. Il y a également la fin de l'alignement des astres avec la remontée des taux et du pétrole. Il y a aussi beaucoup d'incertitudes sur les banques italiennes. Est-ce que finalement, il faut en conclure qu'on pourra s'estimer heureux si on fait bien 1,5% et qu'on évite une crise? Oui, mais je ne le dirais pas comme ça. On a un problème majeur dans la zone euro qui est qu'il faut faire reconverger la zone euro. On a une zone euro qui est toujours en phase de divergence et c'est ça notre problème économique central. Et on ne sait pas la façon dont les accords politiques permettront de faire reconverger la zone euro. C'est ça la grande question. C'est l'incertitude politique sur la résolution de notre problème économique. Et au départ, c'est notre problème économique. C'est l'excédent commercial allemand qui est 9%, qui est proche de 10% du PIB, qui est un des plus élevés du monde. C'est la croissance italienne qui est extrêmement faible, avec une dette de 130% du PIB et une croissance qui est inférieure à 1%, donc très faible, avec des gains de productivité très faibles en Italie. C'est les tensions sur la Grèce, c'est la question sur la pérennité des frontières de la zone euro, qui est toujours en débat, en Allemagne en particulier. Donc on voit toutes les contradictions qu'il y a dans cette zone monétaire, qui se résolvent pour l'instant par une politique monétaire extrêmement agressive, expansionniste, avec des rachats massifs d'obligations publiques sur les marchés tous les mois,
qui ont été réduits à 60 milliards, mais allongés en durée. Donc tout ça, ça cache un peu les problèmes structurels de reconvergence. Et il y a plusieurs modalités de reconvergence. Des modalités extrêmement brutales, certains pays sortent, ce que propose Wolfgang Schäuble, par exemple, à la Grèce, pour envisager des gains de part de marché. D'autres, un budget de la zone euro, d'autres, des stratégies nationales. Enfin, plusieurs façons sont possibles pour faire reconverger l'Europe. Il n'y a pas d'accord, il y a peu de débats profonds, et c'est l'incertitude sur les chemins à suivre qui seront le risque principal de ce 2017. Il faudra trancher une façon de faire reconverger cette Europe et permettre de retrouver le plein emploi et la croissance. 2017 sera une année décidément très politique. Merci beaucoup Merci Xavier à vous. Rago pour ce décryptage complet de la croissance mondiale, du scénario auquel on peut s'attendre pour 2017. Merci. Merci.